Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Encore un cas de décès par électrocution à Tambacounda. La jeune Kadia Diallo, âgée de 12 ans, a perdu la vie. La fillette qui tentait de la sauver a été admise aux urgences. La colère des habitants des immeubles des HLM Anne-Mariste. Ils ont reçu en arrêté préfectoral les gens joignants de quitter les immeubles en ruine sans délai. Ils demandent à l'État de leur trouver un site de recasement. À Tivaouane-Peulh également, les victimes de démolition dans la rue pour protester contre le retrait des 20 hectares de terre octroyés par le chef de l'État. Elles menacent de marcher jusqu'au palais pour demander au président de la République de respecter son engagement. Et puis 22 ans après son rappel à Dieu, le Sénégal se rappelle de Mame Abdoulaziz Sy Dabakh. Dans cette édition, nous nous rappellerons de ce guide qui a réussi à faire l'unanimité autour de lui. Et puis en football, légère avance de Génération Foot dans son duel face aux Amalek d'Égypte. Les Grenats se sont imposés 2-1 au Stade Lat Dior en match aller comptant pour le dernier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, ce drame à Tambacounda. Kadia Diallo, âgée de 12 ans, morte par électrocution au quartier à Salikéré. Le corps sans vie déposé à la morgue. Une autre fillette qui tentait de la sauver est également blessée et admise aux urgences au centre hospitalier régional de Tambacounda. Les détails dans cette correspondance signée Moussa Omar Gueye. En quittant son domicile pour aller jouer avec ses copines dans une concession en construction au quartier Salikéré Tambacounda, Kadia Diallo, âgée seulement de 12 ans, ne savait pas qu'elle a un rendez-vous avec la grande faucheuse. Donc c'est un bâtiment qui, depuis le début du chantier, on avait attiré l'attention de son propriétaire afin qu'il arrête en tout cas le chantier. Parce que c'est un bâtiment qui jouxtait une ligne MT. Il a quand même persisté, Je rappelle que la Sénélec avait bien pris le devant. La RSI était là, le chef d'agence, le réseau et le préfet qui s'est déplacé avec le service de la police. Ils sont venus constater, ils avaient demandé en son temps à ce que, n'est-ce pas, le chantier soit arrêté. Selon le chef de la distribution de la Sénélec, des mesures ont déjà été prises pour un arrêt immédiat des travaux de construction de cette maison sous la ligne MT moyenne tension. Le propriétaire a dû vendre la maison à une autre personne qui est à l'extérieur, certainement qui n'est pas au courant de ces faits, et cette personne a continué à construire. Et vous voyez que c'est une maison qui n'est pas encore habitée. La défunte, c'est une fille qui n'habite pas à la maison. Donc elle est rentrée dans cette maison avec d'autres enfants jusqu'à la terrasse pour jouer. Bon, Sénélec actuellement a un vaste projet pour refaire le réseau de Tambacounda. Si vous voyez un peu dans la ville, beaucoup de chemins sont creusés. Ça c'est pour enterrer les câbles. L'imam Omar Mbach, Abdou Fall, opérateur économique, entre autres, ont lancé un appel à l'autorité préfectorale pour que pareille situation ne se reproduise. Et puis ce ressortissant sénégalais Mohamed Thiam, tué au Maroc, il était âgé de 29 ans, il a été poignardé à mort à Casablanca dans la nuit du vendredi au samedi. Il a reçu 2 coups de couteau alors qu'il rentrait chez lui après une visite chez des amis. Les détails avec le correspondant de la RFM à Casablanca, il s'appelle Khadim Baye.
l'émotion est encore très vive chez la communauté sénégalaise au Maroc et ce, depuis hier soir. Mohamed Thiam, un jeune compatriote de 29 ans, a été mortellement poignardé dans la nuit du vendredi au samedi à Casablanca dans un quartier populaire Rahma alors qu'il rentrait chez lui après une visite chez un ami. Le drame a eu lieu dans les environs de 23 heures. Mohamed Thiam aurait reçu 2 coups de couteau mortels. Les sapeurs-pompiers arrivés sur place ont voulu l'évacuer pour tenter de le maintenir en vie. Malheureusement, notre compatriote a finalement rendu l'âme. La police, quant à elle, a très vite mis la main sur 4 individus dont le présumé meurtrier, d'après le consul général du Sénégal à Casablanca, Massamba Sarr, qui était sur les lieux ce matin, les lieux du crime, pour essayer de calmer les esprits. Il faut noter que nos compatriotes avaient déjà commencé à manifester leur colère dans la nuit. Quelques heures seulement après le drame, la police a très vite envahi le quartier. Une autre manifestation avait été également prévue dans la matinée. Elle n'a pas eu lieu. Nous n'avons pas d'informations précises sur le devenir du corps de la victime, mais on nous informe que tout devrait être fait pour que son rapatriement au Sénégal se passe dans les meilleurs délais. Et puis en cavale depuis près d'un an, Pape Mbaye, le présumé de meurtrier de Léon Malick Diakhaté, habitant au quartier Khor à Saint-Louis, en autre évadé de la prison, ont été appréhendés en Mauritanie. La collaboration entre la police sénégalaise et mauritanienne a permis de mettre la main sur ces 2 fugitifs. Ousseynou Diop, Habib Seck. Pape Mbaye, le meurtrier présumé de Léon Malick Diakhaté, a été finalement arrêté après près d'1 an de cavale. Son arrestation s'est déroulée sans heure. Âgé de 25 ans et originaire du quartier de Pikine dans la ville de Saint-Louis, le présumé meurtrier est présentement au commissariat d'arrondissement de Lille. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 2018, il avait tué un homme âgé de 53 ans dans le quartier Khorkaban avec un couteau qu'il avait acheté dans une boutique du même quartier avant d'asséner à la victime 7 coups. Juste après son forfait, Pape Mbaye avait pris la fuite direction la Mauritanie. C'est là où il a été arrêté par la police mauritanienne après le signalement de la police sénégalaise. Notre source renseigne qu'il a été arrêté le 10 septembre 2019, puis conduit au poste frontalier du commissariat spécial de Rosso Sénégal. Les éléments de la police l'ont conduit au commissariat d'arrondissement de Lille, où il séjourne depuis quelques jours, sur instruction du procureur de la République, et devrait être présenté au juge lundi prochain. Pape Mbaye est transféré à Saint-Louis avec un autre prisonnier sénégalais qui s'était évadé de la prison de Linguère le 9 mai dernier. Le juge a ordonné son transfèrement à la prison de Linguère. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, les occupants des immeubles en ruine des HLM Anne-Maris haussent le ton. Ils ont reçu un arrêté préfectoral les enjoignant de quitter les immeubles et ce sans délai. Près de 350 familles sont concernées par cette mesure. Ils appellent l'État et la SNHLM à leur trouver un site de recasement. Ils disent être conscients de la vétusté des bâtiments. Un reportage signé Maguette Gaye et Amadouba. Ils y vont sans détour. Les occupants des immeubles en ruine des HLM Anne-Maris se fâchent tout rouge. L'arrêté préfectoral qui les somme de quitter les lieux sans délai, la cause de leur courroux. D'abord, c'était une marche, mais comme la gendarmerie n'a pas accepté la marche, on a transformé ça en sitting pour manifester contre l'arrêté de péril que le préfet de Dakar nous a envoyé. Le contenu, c'est de quitter les lieux sans délai. Et sans mesure d'accompagnement. Celui-là, il s'est trompé sur toute la ligne, je vous dis. Parce qu'un arrêté de péril, ça se négocie en 2 phases. La première phase, vous notifiez que les machins ne sont pas bons, les immeubles ne sont pas bons. Et la deuxième phase, vous demandez le déguerpissement. Mais dans un seul acte, vous dites immeuble en péril, déguerpissement immédiat. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. La vétusté des immeubles sans contexte est bien visible. Les occupants pointent du doigt la SNHLM et l'État du Sénégal. Ils ne demandent qu'à être relogés. Des citoyens sénégalais ont acheté des appartements dans une société sénégalaise qui est la SNHLM. Et peu de temps après, ces immeubles commencent à avoir des problèmes. L'État du Sénégal, au lieu de venir accompagner les populations, 50 familles pendant près de 7 ans. Maintenant, ils veulent que les 350 restants dans les immeubles évacuent et trouver ces familles-là dans la rue. Ce que nous voulons, c'est un projet ficelé en accord avec
le collectif qui prenne en charge nos loyers depuis la date de la signature jusqu'à la remise des clés de nouveaux appartements. C'est ça seulement que nous demandons. On ne demande pas autre chose. Les habitants de ces immeubles ne comptent pas rester les bras croisés. Ils n'excluent pas de mener le combat devant les juridictions. On n'exclut rien, on n'exclut aucune mesure légale. On a un plan d'action à dérouler. Mars Betaï, ça fait partie de ce plan d'action. On prévoit d'aller répondre à des négociations s'ils nous y appellent. On va se battre sur le plan judiciaire. Nous avons commencé, nous avons un pool d'avocats et ils vont voir. Au lieu de chercher des solutions à l'amiable, on vous brandit un arrêté de péril, des gendarmes viennent chez vous dans votre salon comme si vous étiez des voyous devant vos enfants et tout ça. Il faut qu'on respecte un peu quand même. Les occupants ont fustigé la gestion de ce problème qui dure plus de 15 ans. Ils disent ne pas refuser de quitter les lieux, mais exigent des autorités un site de recasement prêt à accueillir les 350 familles délogées. Maguette Gaye à Tivaouane Peulh également. Les victimes de démolition étaient encore dans la rue et c'est pour protester contre le retrait des 20 hectares de terre que le chef de l'État leur avait octroyé. Il demande au président de la République de respecter son engagement. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Les victimes de démolition à Tivaouane Peulh ont encore investi la rue à travers cette marche pacifique. Elles s'insurgent contre la décision des autorités de reprendre les 20 hectares de terre promis par le chef de l'État pour le recasement. Défalqués sur l'assiette de la Cypress, les travaux d'aménagement ont déjà commencé et nous étions même en phase de terminaison. Cependant, le ministre du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, et compagnie veulent remettre en cause le projet de 20 hectares des victimes de démolition au profit de Cypress. Ce n'est pas des partisans de la régression et de l'échec. Tous ces gens-là qui sont là œuvrent pour avoir quelque chose pour leur famille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le président de la République, avec la DESCOS, ils ont détruit notre maison aujourd'hui, de revenir sur cette décision pour quoi? On dit non et on dit niet. On va se battre jusqu'à notre dernier souffle. Très en colère, ces victimes n'excluent pas d'investir les grilles du palais si dans une semaine, cette décision n'est pas reconsidérée. L'instinct animal en tant que tel de l'homme, l'instinct animal des victimes actuellement est en train d'être montré. Donc on ne se laissera pas faire. Je vous ai dit qu'on est prêt pour mourir pour cela et on mourra pour ça. On va siéger l'impôt d'un partout, même si d'aller jusqu'au palais de la République, nous irons au palais de la République aujourd'hui. D'ici une semaine, si le président de la République ne réagit pas, nous irons au palais de la République. Nous allons marcher sur la place de la République. Nous allons violer l'arrêté Ousmane Ngom. Et on est prêt pour le faire. Par ailleurs, elles exigent l'accélération du dossier d'indemnisation des familles qui jusque-là n'ont pas où aller. Parlons de transport à présent. À Karang, les chauffeurs de la gare routière s'opposent à un projet d'octroi de 250 licences à 2 sociétés privées de transport basées au Sénégal et en Gambie. Et ces sociétés prévoient de faire des navettes entre Banjul et Dakar. Selon ces chauffeurs, leur gare routière file tout droit vers la fermeture car les voyageurs ne passeront plus par Karang. Et ils demandent aux autorités gambiennes et sénégalaises de ne pas permettre ce qu'ils qualifient de désastre. Les détails dans cette correspondance signée Aminata Gouyabi. Le regroupement des chauffeurs de la gare routière de Karang sonne l'alerte. 250 licences seront bientôt octroyées à 2 sociétés privées de transport sénégalaises et gambiennes. Ces sociétés veulent faire du transport en commun entre Banjul et Dakar et du coup les voyageurs n'auront plus besoin de passer par la gare routière de Karang. Ils ont demandé du côté de la Gambie, sans licence, il y aura les 45 pour les transports en poids lourd et les 65 autres pour les transports en commun. Au niveau du Sénégal, il y aura aussi 150 licences pour les poids lourds, le reste c'est pour le transport en commun. Et ils ont même avancé une date par rapport à quoi ils vont démarrer le trajet. Ce sera, je pense, le 15 pour qu'ils puissent faire leur activité, c'est-à-dire d'aller à Banjul, prendre des clients, contourner Karang pour aller à Dakar, ou bien prendre des clients à Dakar pour contourner Karang pour aller en Gambie. Et ce sera le désastre pour ces chauffeurs de la gare routière de Karang et les commerçants qui s'activent aux abords. La gare routière de Karang, c'est le poumon du département. Si aujourd'hui nous laissons des voitures prendre des licences et contourner Karang, donc cela ne veut rien dire. Cela veut dire que la gare routière n'existera plus. Donc la gare routière représente
pour la population, c'est leur gagne-pain. Toute la population de Karang est sortie aujourd'hui en masse pour venir être derrière les chauffeurs. Le regroupement des chauffeurs de Karang compte bien barrer la route à ces sociétés privées de transport et ils appellent leurs collègues à travers tout le pays à se joindre à eux. Chaque voiture qui quittera Kaolack, Dakar pour venir ici s'inscrire, après l'inscription, tu vas garer à la route. Toutes les voitures vont sortir pour barrer la route. Ils vont passer sur nos cadavres peut-être pour aller en Gambie. C'est un sit-in que ces chauffeurs ont tenu au sein de la gare routière de Karang. Ils envisagent d'autres formes de lutte si ce projet aboutit. Parlons santé à présent, cancer du sang et du col de l'utérus. La sensibilisation pour faire reculer ces maladies renforcée par la LISCA et ses partenaires, des épouses des agents de la douane à Golfe, ont tenu des journées de consultation gratuites pour faciliter l'accès aux soins. Salif Sow, Asmalik y était pour nous. Ophtalmologues, gynécologues, cardiologues, dentistes, pédiatres et médecins généralistes ont tous répondu présents à la séance de consultation gratuite et de don du sang. Plus de 2000 femmes ont bénéficié de cette opération au grand plaisir des organisatrices. Actuellement, on est à 2000 ans. 2000. Oui, l'année dernière. Comme l'année dernière. Il y a la consultation, dépistage. Actuellement, les ordonnances coûtent trop cher. Et puis ce n'est pas à la portée de tout le monde. Même si tu pars à l'hôpital, pour te consulter, c'est un problème. Et pour ordonnance aussi, c'est plus qu'un problème. Donc nous, on ne fait que du social. L'association des femmes douanières ne marche que du social. C'est cause pour laquelle on est là, accompagner notre. Parce que les femmes, c'est nous. Les femmes, c'est tout le monde. On est là pour les accompagner. Le cancer du col de l'utérus fait toujours des ravages, mais ici les résultats obtenus ne sont pas alarmants. Elles étaient 200 femmes à venir se faire consulter. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons juste découvert des nodules, sauf un cas de cancer suspect que nous allons référer à l'hôpital, à l'Institut Curie, l'hôpital Aristide Le Dantec. Mais pour le col, ça veut dire que les femmes sont déjà maintenant bien averties parce que nous n'avons pas eu de cas pour le col pour le moment. Combien de femmes consultées? Sur plus de 200 femmes pour le moment consultées. Au niveau national, vous savez, il y a le cancer du sein, le cancer du col qui commence à faire beaucoup de ravages. Nous avons toujours 1500 cas pour le cancer du sein et plus de 2000 si je me trompe pour le cancer du col au niveau national. Un don du sang a été organisé, 150 poches de sang ont été collectées. Et puis retenez que le lancement de la campagne Octobre Rose a eu lieu cet après-midi. C'était au Monument de la Renaissance à l'initiative de la LISCA. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions. Nous parlons à présent de la crise casamançaise avec le professeur Bala Moussa Dafé qui invite Salif Sadio à se retrouver avec ses autres frères du MFDC pour faciliter le début des négociations avec l'État du Sénégal, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Il pense que c'est une condition à considérer pour avoir plus de résultats. Il est interrogé par Bakary Kanté et Khali Yamé. Pour que ce processus de paix, ce qu'on appelle la paix définitive en Casamance puisse se retrouver, il faut que ces factions du MFDC se retrouvent d'abord dans le cadre des assises qu'ils ont programmées de tout le temps mais qui a avorté à cause de la division de certaines factions qui ne se retrouvent pas ensemble sur la table de négociation pour permettre de parler d'une seule voix avec l'État du Sénégal afin que ce retour de la paix soit définitivement consacré. Nous espérons bien vivement avec les prières mais également avec les actions des uns et des autres que cette paix soit bientôt retrouvée. Naturellement, il paraît que le refus vient du camp de notre frère Salif Sadio. Nous lui tendons la main pour qu'il puisse retrouver les autres, que ce soit des combattants ou l'aile civile ou l'aile politique du MFDC, pour que tout le monde se retrouve, parce que vraiment nous avons besoin de cette paix en Casamance. Parlons religion à présent avec la communauté mouride qui célèbre le dernier Ndigel de Serigne Touba sur terre. L'événement porté par la famille du frère de Serigne Touba, Serigne Afia Mbacké, se tiendra à la grande mosquée de Keur Goumak à Diourbel. Les organisateurs invitent les autorités à prendre toutes les dispositions
nécessaires durant l'événement pour éviter les couacs. Babacar Diouf, Nogonyay. L'événement se tiendra ce mardi à la grande mosquée de Diourbel 6 au quartier Keur Goumak. La famille de Serigne Afia Mbacké, frère du fondateur du mouridisme, célèbre le dernier ndigal de Serigne Touba sur terre. C'est Serigne Saliou Mbacké qui a choisi cette date qui célèbre le ndigal de Serigne Touba à Serigne Afia, lui intimant l'ordre de diriger la prière. C'est d'ailleurs le dernier ndigal de Serigne Touba sur terre. Les organisateurs invitent les pouvoirs publics à épargner la ville de tout délestage ou pénurie d'eau. C'est Serigne Saliou Mbacké qui a choisi cette date qui célèbre le ndigal de Serigne Touba à Serigne Afia, lui intimant l'ordre. Serigne Afia Mbacké, faudrait-il le rappeler, est un frère de Serigne Touba Khadimou Rassoul. D'ailleurs, raconte ses petits-fils, il dirigeait la prière à Keur Goumak. Il a disparu depuis 22 ans, mais Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh est toujours présent dans l'esprit des Sénégalais, toute confession et toute confrérie confondues. Aujourd'hui, date d'anniversaire de son rappel à Dieu, la rédaction de TFM revient sur la vie et l'œuvre de ce guide religieux. Et c'est comme s'il était encore là. Sa parole, je veux dire son enseignement demeure. Mame Abdoul Aziz Sy était un guide pour tout le monde. Il est venu, il a vécu et il a convaincu. Ces trois phrases peuvent nous aider à reparler de l'homme, de son immense existence. C'est ça, Mame Dabakh. La nouvelle de sa disparition avait mis tout le monde en émoi. 22 ans après, le Sénégal pleure toujours cette voix qui ne manquait jamais de dire la vérité aux hommes politiques, aux disciples et à la population en général. Alors que le pays s'enlise progressivement dans des différentes de toutes sortes, Dabakh, comme l'appelait affectueusement les Sénégalais, usait de son influence pour jouer le rôle de catalyseur. L'anniversaire de la disparition de cet érudit sonnait comme une piqûre de rappel. Né en 1904, El Hadj Abdoul Aziz Sy était le quatrième fils de Seydi El Hadj Malick Sy et de Sokhna Safiatou Niang. Dès sa tendre enfance, Dabakh fut confié à Serigne Hadi Touré, auprès de qui il a appris et maîtrisé le Coran. Entre Fass Touré et Diack Sao, celui qui osait affirmer à la radio qu'il n'avait pas d'ennemis au Sénégal était un éminent érudit doublé d'un fin lettré. Apôtre de la paix, il a su prôner l'unité entre les différentes familles religieuses du Sénégal. Au-delà de la communauté musulmane, Dabakh incarnait à merveille le dialogue islamo-chrétien, en atteste son amitié avec le défunt cardinal Hyacinthe Thiandoum. Mais c'est dans ses rapports avec les hommes au pouvoir que le petit-fils d'El Hadj Malick Sy n'a pas eu d'égal. Mame Abdou était le khalife général des Tidjanes, titre qu'il a acquis le vendredi 29 mars 1957, suite aux disparitions successives de ses deux frères, Serigne Babacar Sy, le lundi 25 mars, et d'El Hadj Mansour Sy, 3 jours plus tard. Chantre du Tapelen Kholi, Mame Abdoul Aziz Sy, qui repose depuis le 14 septembre 1997 à Tivaouane, serait dans ces périodes très agitées, emparé de son bâton de pèlerin pour rappeler les uns et les autres au retour à Dieu et au respect du prochain. C'est cet homme hors pair à tout point de vue que le Sénégal et la Oumma islamique continuent de pleurer, des larmes qui ne cesseront jamais, surtout dans un pays qui a encore besoin de référence de sa trempe. yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen te ngeen am ñu bootu ci seen gannaaw. yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen te booti mbooloo ci seen gannaaw. ak ñi nga xam ne ñoo amee nguur gi. ak ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi. ñun ñëpp ñu taxaw ngir jëmmi yàlla jéem a sabe Sénégal sabe suñuy bien sabe ñi nga xam ne danañu ñëw suñu gannaaw yal nañ ci yàlla defal. Commémoration également de l'anniversaire du décès de Djibo Leyti Ka. 2 ans après sa disparition, ses proches se sont donné rendez-vous à son domicile pour prier pour le repos de l'âme de cet homme qui a marqué la vie politique du Sénégal. Maguette Gueye, Amadouba. Des chants religieux et des prières pour le défunt. L'ombre de Djibo Leyti Ka a plané sur sa résidence aux Almadies. Parents, amis, proches collaborateurs, tous se souviennent de l'ancien président de la Commission nationale du dialogue des territoires. Tristesse et recueillement. On est toujours dans la tristesse d'avoir perdu cet homme, qui était un homme
je le répète, d'une dimension exceptionnelle. Malheureusement, j'ai l'habitude de... Tout le monde connaît le nom de Djiboka, mais beaucoup de personnes ne connaissaient pas qui est Djiboka. Nous avons rappelé ses belles actions et son beau parcours et les relations qu'il avait avec les familles religieuses et avec tous les Sénégalais. Nous avons fait des prières pour le repos de son âme. Les Sénégalais ne l'ont pas oublié. Ça, c'est une fierté pour nous. Beaucoup de gens se sont référés à ses œuvres, à ce qu'il a été, en tout cas au niveau du Sénégal. Dans un contexte où les polémiques font bon trait au Sénégal sur divers sujets, pour le modèle qu'il était, pensez à lui, il prônait le vivre ensemble et la transparence dans la gestion des affaires. Toutes ces polémiques ne sont que des incongruités qui vont à l'endroit de dignes personnes et surtout des autorités de ce pays. Si l'on se souvient de Djibo Leyti Ka, on saura que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Et je pense que la meilleure leçon que Djiboka nous a enseignée, c'était d'être patient et courtois. Malheureusement, notre jeunesse aujourd'hui, les gens sont pressés, chacun veut être ceci, chacun veut devenir cela. Tout le monde court, il n'y a plus de respect des droits d'aînés, rien du tout. Et le Sénégal est devenu belliqueux, et je ne sais pas pourquoi. Je pense que le pays a besoin de prières et de dalles, comme on dit. Et Djiboka nous disait toujours, méfiez-vous du détail. Le diable est dans les détails. Et malheureusement, le Sénégalais d'aujourd'hui, surtout la jeunesse, aime les détails. Le 14 septembre 2017, Djibo Leyti Ka disparaissait à l'âge de 68 ans en commémorant l'anniversaire de son décès. L'on se souvient de l'homme qui reste l'une des figures de l'histoire du Sénégal. Et puis la messe d'enterrement de l'abbé Jean Bosco Ndiaye ce samedi. Une messe présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Parents, amis et sympathisants l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure au cimetière de Bel-Air. Cher Diop, Modou Diop. Des pleurs, des visages tristes. Ils sont venus nombreux pour assister à la messe. Des témoignages sur l'homme. De la vie de ses fidèles, Abbé Jean Bosco Ndiaye était un homme de paix. Nous retenons l'image de l'homme d'une grande humanité, ouvert, affable et souriant. Votre simplicité était remarquable. Ta présence et ton attention étaient sans égal. À chaque moment important de nos vies, nous avons eu la chance de t'avoir parmi nous. Quelques minutes de méditation et de prière. Dont nous implorons la dépouille de notre frère, reçoit notre prière pour le repos de son âme. On l'appelait affectueusement la présence la plus réelle, un surnom qui témoigne de sa générosité, sa bonté. Jean Bosco n'hésitait pas à se déplacer, malgré à perdre du temps pour ses confrères plus particulièrement, mais plus généralement pour sa famille et pour ses amis. Il était là, dans la souffrance comme dans la joie, pour témoigner de sa proximité et de sa solidarité avec ceux qu'il aimait. Abbé Jean Bosco Ndiaye, le défunt était au service de l'Église, un exemple d'engagement religieux pour la nouvelle génération. Il se déployait sans compter pour les responsabilités qui lui étaient confiées, pour le peuple, pour les fidèles qui étaient à sa charge. Et cela, même usé dans la maladie, il n'hésitait jamais à se lever et à accomplir son travail comme il se doit. Tonton Bosco, ta joie de vivre et ton sens de la famille, de l'amitié, demeurent pour nous aujourd'hui un héritage. Jamais nous ne t'avons entendu proférer une parole malveillante. Tu demeureras pour nous un exemple. Né le 11 janvier 1963 à Dakar, rappelé à Dieu le 9 septembre passé en France suite à une maladie, l'homme aimait dire « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce qu'une fois testé, il recevra la couronne de gloire qui ne se flétrira pas. » Abbé Jean Bosco Ndiaye est parti à jamais. Merci à vous, cher Diop. En sport, retenez que Génération Foot s'est imposée cet après-midi à Thiès face aux Zamalek d'Égypte. Victoire du champion du Sénégal 2-1 face aux Égyptiens.
Une courte victoire qui pourrait peser, mais quand même la manche retour s'annonce extrêmement difficile. Mais avec cette avance d'un but, qui sait, Génération Foot pourra créer l'exploit et se qualifier pour les phases de groupe de la Ligue africaine des champions, ce qui serait une grande première pour cette équipe sénégalaise. Rappelons-le, un match que vous avez suivi en direct sur les antennes de la télé Futur Média. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.